Alors, bonjour, j'ai le plaisir de recevoir à cette émission de MPCM un candidat au Conseil national, conseiller national lui-même du Parti du Centre, monsieur Benjamin Reduit, qui est également professeur dans ses heures perdues, et à qui je pose la question initiale, celle des 3 ouvrages qui conseillent à nos téléspectateurs, aux lecteurs de l'index, qui pourraient améliorer notre confort d'esprit. Bon, je vais surtout parler des ouvrages qui m'ont marqué, dans l'ordre L'Assommoir de Zola. Pourquoi? Alors parce que j'étais étudiant et puis je m'approchais de mon examen de licence en littérature où j'avais notamment Zola comme auteur à travailler. Et je me rappelle encore un soir, vers les minuit. À l'université donc? J'étais à l'université et là j'étais en chambre et je lisais ce bouquin. Et je l'ai pris et je l'ai jeté contre le mur de ma chambre. Je ne supportais plus. C'est cette lente descente des personnages, des héros, Gervaise et Coupeau. Je le mettais en parallèle en fait avec ma descente aux enfers vers les examens. Et c'était tellement noir, insupportable. Et je me suis dit, toi, je vais te lire, mais après les examens. Alors j'ai réussi mes examens et après j'ai eu le courage de lire. Et parfois, lorsque je l'ai pris, je l'ai travaillé aussi avec mes étudiants, je leur explique cette anecdote en disant, ben voilà comment un bouquin peut vous rejoindre à un moment donné de votre vie, dans ce que vous vivez. Et le deuxième? Alors le deuxième, c'est aussi un ouvrage que j'ai enseigné, Gide, la symphonie pastorale. C'est un ouvrage qu'on peut faire lire à des enfants, à des adolescents, à des adultes. Et puis l'approche, elle sera tout à fait différente. L'enfant, il verra une jolie histoire d'une jeune fille aveugle qui est recueillie par un pasteur. Mais en fait, là derrière, il y a tous les défauts humains. Il y a l'orgueil, il y a la manipulation, les faux semblants, les fausses justifications. Alors bien sûr, ça, c'est pas perceptible par un enfant. Un adolescent commence à le saisir, un adulte va tout à coup se dire mais c'est moi ce salopard. Et le troisième? Et le troisième, c'est Alexandre Jolien, L'éloge de la faiblesse. Ça me plaît parce que nous avons tous en nous des failles, pour certains plus visibles que d'autres. Parfois on les dissimule et puis à un moment donné on se dit mais qui suis-je réellement, avec mes forces et mes faiblesses. Puis surtout, il y a une phrase qui est pour moi admirable dans cet éloge de la faiblesse, c'est, à un moment donné, Alexandre Jolien dit « Il faut savoir lâcher prise, même le lâcher prise ». Et ça, alors, ça me guide dans ma vie de tous les jours. Dans une expérience très forte que nous avons vécue, mon épouse et moi, en 2017, une année différente, à parcourir le monde entier. On ne savait pas qu'est-ce que le lendemain allait nous réserver. J'avais chaque fois cette phrase de Jolien en tête. Et même au moment où j'ai été désigné au Conseil national, j'étais à des années-lumière de me voir reprendre la vie politique, après surtout cette expérience d'une année d'engagement, d'une année différente. Et puis là, je me suis dit, tu appliques la phrase, il faut savoir lâcher prise, même le lâcher prise, même lorsqu'on veut lâcher prise. Alors que quand j'ai préparé un tout petit peu dans ma tête, pas avec des feuilles, etc., il y a cette première question qui me vient à l'esprit. Je sais que vous avez 2 enfants, 2 garçons qui ont choisi le monde de la prêtrise. Et je me suis demandé comment la famille, comment vous-même, comment votre épouse, au moment où il y a eu l'annonce, pas au moment de la fête et tout, mais au moment où il y a eu l'annonce, en quelque sorte l'engagement transmis par vos enfants à vous-même, comment vous l'avez pris intérieurement? Bon, tout d'abord, on le vit très différemment. Au sein du couple, si je me réfère à nouveau à notre année différente, on n'a pas vécu le même voyage pendant une année. Donc la réaction de mon épouse, c'est plus une réaction intérieure, peut-être de joie et d'inquiétude, de joie peut-être de voir un cheminement qui correspond à ses valeurs, qu'elle a transmises, que nous avons transmis aussi dans la famille, et puis d'inquiétude en se disant mais voilà, on connaît les difficultés de l'Église actuelle, des prêtres, de leur solitude aussi, et puis ça parle au cœur d'une maman. Et vous-même? Pour moi, ça a été surtout
plus qu'une inquiétude, hein, à un moment donné presque un rejet, en disant mais je ne vois pas ce qu'ils vont faire dans cette histoire. Malgré toutes mes convictions chrétiennes, je vois les difficultés, je vois aussi peut-être l'incertitude, pour moi en tout cas, de ce type de choix. Il va à compte courant. Aujourd'hui, il faut être... il faut être quelque part un peu fou dans le sens noble du terme, hein. C'est-à-dire on veut sortir même d'un système pour embrasser une telle profession, parce que c'en est une telle vocation aussi. Et ce premier moment, il y a eu presque un peu de rejet, puis rapidement, je me suis secoué et je me suis dit, mais nos enfants ne sont pas nos enfants, c'est Khalil Gibran qui le dit. Oui, hein. tout à fait. Oui. C'est leur choix, c'est un cadeau provisoire. Voilà, c'est leur choix, oui, exactement, c'est leur chemin de vie. Et puis, la seule chose que je peux espérer, c'est qu'ils soient heureux dans leur choix. Est-ce qu'il y a eu, après ce passage, là, vous expliquez très bien, est-ce qu'il y a eu aussi un sentiment de fierté par rapport aux valeurs que vous défendez publiquement, qui sont celles de la chrétienté, de l'évangile, etc. De fierté, en tout cas, pas. Pourquoi pas? Parce qu'on n'a pas à être fier de valeurs qu'on a reçues, qu'on veut transmettre. On est bien d'accord que votre parcours familial, que je ne connais pas, mais je peux supposer avoir été un ferment de direction de leur vie spirituelle à eux. Donc vous avez participé à ça. Je dirais pas en ce qui me concerne. Hein. Ah, je suis issu d'un milieu qui pratiquait mes modements. Hein. On n'a jamais été des anticléricaux, mais la pratique était faible. Mon père m'a toujours laissé libre, en fait, de choisir mon chemin de foi. Du côté de mon épouse, ça faisait partie un peu plus, hein, vraiment de leur raison, raison de vivre et d'être, sans obligation, hein, à nouveau. Et pour elle, bon, voilà, la question se posait de manière différente. Mais si je reviens sur le terme fierté, pour moi, non, c'est pas le terme approprié. Je me dis, voilà, peut-être qu'il prolonge certaines valeurs que j'ai transmises. Pour moi, ce sont des valeurs qui me conviennent. À dire, c'est tant mieux. Mais ça va pas au-delà. Quand j'ai reçu Monsieur Butet, hein, qui était votre prédécesseur dans cette fonction, je me suis dit que si j'avais été membre, comme l'était mon père, du Parti démocrate chrétien, ça m'aurait un peu chicané l'abandon de la troisième lettre dans le cas particulier, parce que en ces temps un peu troublés, où on voit ce qui se passe, etc., est-ce que ça n'aurait pas été un geste assez fort de le conserver pour fixer en quelque sorte une sorte de valeur, de terrain culturel qu'est le nôtre, celui de la chrétienté? Alors, dans un premier temps, je me suis opposé à la suppression du siège. Je me rappelle même d'un congrès du centre, de l'ex-PDC suisse, hein, où j'étais un des rares orateurs à me battre pour son maintien. J'étais très largement minorisé, sauf erreur à 87 contre 13%. Et puis, ensuite, j'ai cheminé. Je me suis dit, mais finalement, que signifie ceci? Si c'est qu'une étiquette politique, je pense que je serai même encore plus libre dans l'affirmation lorsque c'est nécessaire, pas dans l'activité politique, hein, mais dans la vie de tous les jours, comme chrétien. Puis en politique, on fait de la politique. Je dis souvent, il faut rendre à César ce qui est à César, hein, il ne faut pas mêler foi et politique. Et effectivement, le centre, en tout cas, permet à bon nombre soit de membres, hein, de l'ex-PDC ou de gens qui l'ont quitté ou qui étaient en marge, de ne plus être complexés lorsqu'on aborde en politique quand même des thèmes qui pourraient à un moment donné être en lien avec des valeurs chrétiennes. Ils y vont de manière beaucoup plus libre. Hein. On ne colle pas l'étiquette justement de béni oui, d'évêque ou je ne sais pas trop quoi sur le front. Et on ne peut plus le faire parce que justement on milite au sein d'un parti qui s'appelle le Centre. Maintenant, sur le fond, les valeurs elles sont toujours là. Hein. Lorsque j'interviens au plénum, je ne parle jamais de religion, mais forcément, dans certaines décisions, dans certains propos, on reconnaît ce fond chrétien.
Alors moi, je préfère l'avoir en moi, qu'on le reconnaît en moi comme ça, de manière indirecte, que l'avoir sur une étiquette et puis ne pas l'appliquer. Donc, on est un peu dans l'actualité. La presse a reçu aujourd'hui un communiqué non signé de la part du ministère public cantonal qui dit vouloir ouvrir une enquête préliminaire sur l'Église catholique avec tous ces oui, j'espère quand même que l'entretien ne va pas se focaliser uniquement sur cette question. Là, je ne réponds de manière aussi abrupte qu'un journaliste, je peux même le citer, la Tribune de Genève, qui me dit « Oui, alors, on aimerait que vous réagissiez sur ces affaires d'Église. » Je leur dis « non, alors moi, je ne suis pas intéressé, puis deux, je ne suis pas compétent. » Là, je réponds en politique. Puis après, d'un point de vue personnel, voilà. Non, mais moi, la question que je voulais vous poser, elle était plutôt, puisque je suis axé sur les affaires de justice aussi, je me suis dit, est-ce que comme homme politique, vous ne trouvez pas un tout petit peu lâche, je ne sais pas si c'est le mot est trop fort, d'avoir attendu si longtemps pour faire ça, puisque quand même, ça a traversé les temps, je dirais. Non, rendons à César ce qui est à César. Hein. L'Église a ses difficultés. Personnellement, comme je suis un chrétien engagé, je souffre. Maintenant, le côté politique n'a pas à se déterminer, à prendre des sanctions ou quoi que ce soit, pour autant que les faits qui ont été découverts ne relèvent pas du pénal ou de problèmes juridiques. Je crois ma position là-dessus elle est très claire. Il ne s'agit pas de maintenant, en tant que politique, de s'immiscer dans une institution telle que l'Église. Elle rend des comptes lorsqu'elle doit le faire sur le plan du droit. Mais je n'ai pas à dire, même au-delà de la prescription, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas que tel ou tel prêtre cesse de pratiquer ou autre, alors que la loi ne lui oblige pas. Je vous dis ouvertement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. On repart de politique. Au moment où vous avez été, on va dire, nommé, avant d'être élu, nommé, puisqu'il y a eu une cassure de mandat lorsque M. Butté a quitté, est-ce que vous vous êtes posé la question de l'acceptation? Pour vous, c'était évident que ce positionnement électoral faisait que vous alliez l'accepter automatiquement, ou bien il y a eu une réflexion qui s'est faite pendant un petit moment pour y aller ou ne pas y aller à Berne? Alors ça rejoint la phrase que j'ai tirée de l'ouvrage d'Alexandre Jolien. Donc pendant une semaine, effectivement, j'ai hésité, pesé le pour et le contre, consulté ma famille, mon épouse en premier lieu, ma famille, mes proches, sur ce qu'il fallait faire. Et puis ce qui a été l'élément décisif dans la décision, c'est cette fameuse phrase, en disant je voulais vraiment lâcher prise. Et c'est ce qu'on a fait durant ce voyage d'engagement humanitaire. Je réfléchissais à un engagement plutôt social. C'était assez vague, mais je voulais partir vraiment dans quelque chose d'autre que la politique. Je voulais lâcher prise. Et puis tout d'un coup, la phrase de Jalère me revient en pleine figure en disant il faut savoir lâcher prise, même lâcher prise. Maintenant, c'est toi qui a été désigné, puisque j'étais le premier des 20 ans ensuite, c'était quand même une élection. Et là, la première chose que l'on m'a dit au service parlementaire, on m'a dit mais vous êtes élu, vous n'êtes pas là comme remplaçant ou pour faire de la figuration, vous êtes élu par l'appareil juridique qui fait qu'on vient ensuite intervient lors d'une démission. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, alors je vais lâcher prise, on repart dans la danse. Alors, vous avez fait allusion à ce voyage, donc il était antérieur. Qu'est-ce qui a fait qu'avec votre épouse, vous vous êtes dit que vous alliez, on va dire, traverser la terre, enfin, aller à l'étranger, etc. Brièvement, on reviendra après à la chose politique. Oui, alors là, on revient un petit peu sur... Mais chronologiquement, c'est avant la décision de... Ah oui, 3 mois. On est rentré de voyage et 3 mois plus tard, alors qu'on était en train vraiment de travailler sur des projets plutôt d'engagement social, donc vraiment très éloignés du monde de la politique, que j'étais replongé dans la vie parlementaire. Alors, si je reviens en amont, il y a eu un moment donné, et là c'était plus très fort chez moi, et puis mon épouse, à un moment donné, m'a accompagné dans cette démarche, en disant ok, si tu pars dans une telle histoire, je pars avec toi. Et pourquoi est-ce que je ressentais ce besoin? Parce qu'à travers les différentes phases d'une vie, on ressent peut-être le besoin de rejouer toutes les cartes, en fait. J'avais déjà été bien
je dirais bien, loti par la vie, que ce soit par des activités politiques, comme président de commune, comme vice-président du parti. J'avais fait une première campagne nationale, ça c'était 2015. J'avais un poste à responsabilité comme recteur de collège. Et puis, au bout de 13 années de rectorat, on s'est dit, voilà, maintenant il faudrait à nouveau secouer le sac, essayer de repartir presque à zéro. Et là, ce voyage en Haïti, en Afrique, etc., eh bien, vous permet de le faire. Quand on vous rencontre, eh bien, c'est pas le recteur, c'est pas le président de commune. Est-ce que ça vous a changé dans les réflexions politiques sur lesquelles on va revenir plus tard, ce regard du monde vers vous et avec le renvoi, on va dire, à la cité, à nous, citoyens? Évidemment, ouais, je me rappelle lors de ma première session, mon voisin, qui était assis juste à gauche, Fabio Regazzi, un Tessinois, à un moment donné, je lui ai dit, mais c'est complètement con ce qui se dit là à la tribune. On ne peut plus quitter l'orateur. Il me regarde, et il me dit, oui, tu as raison. Voilà, donc ce que j'ai en tout cas réussi à maintenir le plus longtemps possible, c'est ce recul pour dire, non, attendez, on est en train de parler de quoi? Quels sont les vrais enjeux lorsqu'on se noie dans une goutte d'eau, lorsqu'on se plaint la bouche pleine, etc. Et puis que je mette cela en relation avec Franzi, 14 ans, qui meurt de la tuberculose, d'un accès de tuberculose dans mes bras. Lorsque je repense à cet élève du Bénin qui était atteint de paludisme et qui avait 18 ans, mais qui semblait en forme, à bon, elle était somnolente, comme certains de mes élèves aussi parfois, le vendredi à la fin d'un cours. Et j'apprends à notre retour qu'elle est décédée. Donc quand vous mettez en relation nos grands bobos en Suisse, et puis ce que vivent comme réalité d'autres êtres humains dans le monde, vous prenez du recul. Qu'est-ce qui vous a surpris? Bon, vous avez fait de la politique avant, etc. Mais qu'est-ce qui vous a surpris dans la fonction de conseiller national au début, par rapport au fonctionnement institutionnel que vous ne perceviez peut-être pas de l'extérieur? Alors, au début, j'avais le sentiment que personne ou peu maîtrisait vraiment cette institution. D'abord, mon premier travail, ça a été de savoir comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on dépose des interventions et ensuite on les retire? Et puis pourquoi est-ce qu'il y a des allers-retours entre le Conseil des États et le Conseil national? C'est hyper compliqué. Après, assez rapidement, mon but c'était aussi de connaître tout le monde, de savoir qui a telle valeur, a telle appartenance à tel parti avec tel projet de société. Et puis, je me suis dit que ça ne suffisait pas, qu'il fallait aussi connaître les gens sur le moment, c'est-à-dire qui pense quoi à tel moment. Parce qu'on voit que finalement, dans des projets complexes, comme celui des coûts de la santé, si on prend le thème d'actualité, de l'augmentation des primes, mais il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de solution toute faite à l'emporte-pièce. Alors bien sûr, à la veille d'élection fédérale, chacun avec sa baguette magique dit voilà, il faudrait ça, il faudrait la caisse unique, ou alors à l'inverse, il faut supprimer l'assurance obligatoire des soins. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est beaucoup plus complexe. Et alors ça, bien sûr, pour moi ça a été un choc au tout début, parce qu'entre les théories de bistrot que je tenais, comme Monsieur Tout-le-monde, en disant mais il n'y a qu'un à faire, d'accord, je me suis dit mais est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Voilà. Et puis finalement, je m'aperçois que ça marche quand même, les institutions. Vu aujourd'hui, donc vous vous présentez devant les citoyens une nouvelle fois, qu'est-ce que vous lui diriez sur où vous avez été le plus concret, même pas le plus concret, où peut-être vous vous êtes dit à vous-même, quand même, là j'ai fait quelque chose de bien pour la cité, ça serait quoi? Pendant cette période au Conseil national. Alors, de manière générale, par mon attitude, qui vise toujours à ramener au bon sens, qui est très difficile à définir. Je crois que c'était la Bruyère qui disait ça, chacun se croit dévolu énormément de bon sens, mais le problème, c'est qu'on ne l'utilise pas, ça n'existe pas, ou même parfois dans certaines sociétés.
Alors, je crois que cela est plus ou moins reconnu. Un aspect raisonné et raisonnable, hein, qui suscite aussi le respect chez des parlementaires d'autres partis. Hein. Lorsqu'ils doivent parler de Benjamin, ils disent, oui, avec lui on ne part pas dans n'importe quelle aventure, parfois c'est des choses simples, mais voilà, qui fonctionnent. Et concrètement, ça, je pense, c'est un apport important oui, tout à fait. À la société, ça évite la polarisation. Et concrètement, oui, tout à fait. Et concrètement, alors, par exemple, dans des petits projets, même le plus réduit, où vous vous êtes dit, vous avez donné une sorte d'impulsion à la chose, et on arrive à quelque chose de concret, là, depuis 6 ans ou 7 ans. Alors, dans le domaine de la santé et le domaine des affaires sociales, puisque c'est ma commission, moi, principale, c'est là que je m'investis le plus, je pense que la réforme de la VS qui a été adoptée par la population, que le deuxième pilier, je l'espère, qui sera accepté le printemps prochain, dans les outils, la manière de trouver un équilibre entre la nécessité d'avoir un revenu suffisant pour vivre l'instant présent, puis en même temps d'avoir une prévoyance professionnelle. Si je reviens dans le domaine de la santé, de dire qu'il faut un équilibre entre ce qu'on prend sur les impôts, qui sont, l'impôt il est progressif, hein, donc il touche aussi les gens selon leurs revenus, mais pas totalement. Il faut aussi, avec une part de responsabilité individuelle, bien qu'on prenne l'argent pour financer les coûts de la santé sur ce que les assurés cotisent. Ces équilibres-là, je pense que j'ai réussi avec mon groupe, hein, je répète, c'est rare hein, qu'on soit seul à réussir quelque chose, mais avec mon groupe, on pense avoir réussi et être en passe de réussir de le mettre. Maintenant, alors bien sûr, il y a des projets concrets, personnels dont je suis fier. Hein. Eh bien, c'est par exemple la carte journalière à 15 francs pour tous les jeunes partout en Suisse. Hein, donc, jusqu'à 25 ans, si vous êtes un petit groupe, hein, il faut être au moins 2, puis être accompagné, que ce soit dans un groupe sportif, etc., ou comme étudiant. Vous avez cette carte journalière qui vous permet de circuler partout en Suisse à 15 francs. Et ça c'est très appréciable, ça a été un long combat. Une autre fierté, actuellement, il y a la mise en œuvre hein, de ma motion sur la promotion de production locale de fruits et légumes. Et là, c'est le Valaisan qui parle, hein. C'est-à-dire, je suis issu de milieu de l'agriculture, mon père était agriculteur, et je vois toutes les difficultés qu'il y a à convaincre les consommateurs de se nourrir avec la production locale. Et en plus, c'est écologique, elle est de qualité. Et ça j'ai réussi. Donc voilà, mon apport à la société à travers les deux exemples, hein, et j'en ai plein d'autres. Hein. Mais si je prends celui de la carte journalière à 15 francs, c'est de prendre conscience des besoins des jeunes de mobilité, et puis que ça a trait aussi au pouvoir d'achat, finalement, c'est un coût moindre bien sûr pour les familles. Et puis de l'autre côté, c'est un secteur, le secteur agricole, à mon avis, qui a vraiment sa place au cœur de la société, hein, même si ça concerne que même pas le 5% d'exploitants. Tout le monde doit se nourrir, tout le monde doit être concerné par les problèmes d'approvisionnement et puis aussi d'accès à des produits de qualité à bas coût. Ça c'est un message que je pense réussir à faire passer dans la société. Non, ça c'était très clair. Je reviens sur les coûts de la santé. Il semble que ça soit l'une des préoccupations majeures de la population oui. dans les sondages qu'on fait. Et puis, finalement, il y a cette question, est-ce qu'elle est insoluble? Comment faire pour freiner la part, on va dire, dans les ménages du coût des cotisations caisse maladie? Est-ce que, franchement, c'est possible ou finalement on est là simplement à se dire, bon, on va plus ou moins maîtriser la chose, mais on sait que chaque année, on va devoir faire une augmentation entre 8 et 15%? Je crois que j'arrêterais la politique si je répondais oui, c'est insoluble, il n'y a pas de solution. Souvent les journalistes nous posent cette question en disant mais est-ce que c'est une sorte de fatalité, on n'arrivera pas à maîtriser les coûts de la santé. Par contre, je suis convaincu qu'il y a des solutions, pour non pas freiner ces coûts de la santé, ils vont continuer d'augmenter. Et pourquoi est-ce qu'ils vont continuer d'augmenter? Ça, tout le monde peut le comprendre, mais parce que l'espérance de vie augmente. Le vieillissement de la population fait que le besoin de soins, il est beaucoup plus important. Tout le monde sait aussi. Numéro 1.
Écoutez, les 2 dernières années de la vie vous coûtaient, du point de vue de la santé, autant que tout votre parcours. Je crois que c'est facile à comprendre. Et là, on va encore améliorer notre espérance de vie, donc ça coûtera plus cher encore. Alors, comment faire déjà pour éviter que la courbe soit verticale? C'est déjà éliminer tout ce qui est gaspillage, tout ce qui, sans toucher à la qualité des soins, peut-être supprimer, je pense aux doublons. Votre généraliste vous envoie chez le spécialiste, il repart à zéro avec tous les examens, etc. Il ne sait même pas ce que le généraliste a découvert ou a donné comme diagnostic. Vous allez à l'hôpital, on recommence encore une fois l'opération. Donc ça coûte des millions, si ce n'est pas quelques milliards. Voilà, ça c'est un exemple pour dire on peut freiner. Puis de l'autre côté, on peut aussi se donner les moyens de se payer ce système de la santé qui est le meilleur au monde. C'est le meilleur au monde. Vous pouvez comparer avec les autres pays. Je vous défie de trouver des qualités de soins aussi importantes chez nos voisins. Alors peut-être qu'un jour ça baissera, mais pour une autre raison, le manque de personnel. Mais on a le meilleur système de santé au monde. Donc à un moment donné, on prend acte, puis on dit, est-ce qu'on donne les moyens à tout le monde de se payer ce système de santé? Donc ça implique, bien sûr, une économie forte, que l'on continue de produire, que l'on continue de travailler, que tous les citoyennes et citoyens de ce pays se disent, oui, quand je me lève à 6 heures du matin, ce n'est pas pour des prunes, c'est pour me payer une qualité de vie dont font partie ces soins. Et ce qui devrait, si notre économie est forte, entraîner une augmentation des salaires et donc aussi équilibrer cette dépense qui est si importante aujourd'hui, comme le prix de l'énergie ou même les produits alimentaires, qui font problème dans notre pouvoir d'achat. Je change complètement de sujet là. Et quel est votre regard sur la problématique égalité homme-femme dans les sièges, notamment de parlementaires, où on voit par exemple, notamment dans notre canton, toute la difficulté qu'il y a à permettre disons, à une femme d'accéder à ce poste à responsabilité qu'est le vôtre? Alors c'est d'actualité puisque hier encore au Parlement, en présence de Viola Amert, j'ai rencontré un collectif de solidarité femmes, dont la thématique, puisqu'on était au Parlement, était justement l'engagement politique. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes? On a parlé des quotas aussi. Vous êtes contre les quotas? Oui, absolument. D'accord, okay. Absolument. Et ma réponse, ou les quelques pistes que j'ai pu donner, c'est qu'il faut améliorer les conditions cadres qui permettent effectivement aux femmes, à un moment donné, d'exercer un mandat politique. Alors, est-ce que c'est en termes d'accompagnement familial, pour bien sûr les femmes qui sont mariées, qui ont des enfants? Est-ce que c'est peut-être même dans la mentalité, alors d'une part des hommes, à comprendre que l'approche féminine en politique, elle est différente, elle est peut-être plus intuitive, elle est peut-être moins frontale aussi, et puis que voilà, ça ne sert à rien de hausser la voix dans une séance lorsqu'on n'est pas d'accord. Lorsqu'on n'est que des mâles, ça marche. Ça marche. Tout d'un coup, toc, ça explose, et puis au bout d'un moment, on dit, on ne va quand même pas se taper dessus, et on trouve une solution. S'il y a des femmes, et j'ai vécu l'expérience, c'était même une femme à responsabilité qui avait été invitée lors d'une audition dans notre commission, et que j'avais revue quelques mois plus tard, puis elle m'avait dit, cette séance était la plus horrible de ma vie. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais c'était tellement agressif, et moi je ne m'en souvenais pas du tout. Et elle ne parlait pas de moi, elle parlait... Donc la perception en fait, de l'homme et de la femme dans une séance est totalement différente. Elle parlait d'un membre de la commission qui a l'habitude de parler très fort, une voix forte, comme ça. Et puis la première fois que vous le rencontrez, vous dites non, mais il est en train de m'insulter, puis en fait c'est pas du tout ça, quoi. Voilà, c'est par des petits signes qu'on peut se dire, voilà, si on arrive à mieux comprendre comment fonctionne chacune et chacun, à l'inverse, je l'ai dit à ce collectif femme, j'ai dit, écoutez, je n'ai pas de conseil à vous donner, mais je rencontre trop de parlementaires, des femmes, qui n'ont pas confiance en elles-mêmes, qui disent, ah non, là j'ose pas déposer cette intervention parce que j'ai peur de perdre au vote. Nous les hommes, dès le moment où on voit que ça tient la route, on y va. Moi, cette semaine, lundi, j'ai perdu pour 3 voix sur un postulat. Ça ne fait pas du bien. Moi, pendant la nuit, j'avais encore un peu mal aux tripes. Et puis 2 jours après, j'ai fait passer 2 motions. Et puis là, c'est bingo, ça marche.
Est-ce que ça fait partie de la mentalité masculine plus que féminine? Peut-être ou pas. Une chose est sûre, c'est qu'il faut mieux se connaître. Et ça me permet peut-être de tirer le lien avec une des 2 motions que j'ai passées et dont je suis fier, sur l'endométriose. Où là, j'ai vu ça hier, oui. Je ne savais pas. Je me suis informé auprès d'un médecin de oh purée! Oui, oui, oui. Ah, parce que j'ai dit au plénum, j'ai dit plus personne n'ignore ce qui se passe avec les règles et avec les maladies liées aux règles chez les femmes. D'ailleurs, je commençais par dire je suis un homme, mais je vais vous parler de quelque chose qui est spécifiquement féminin. Alors, lorsqu'on parle d'égalité... Avec une souffrance vraiment très forte. Mais bien sûr, avec une souffrance, une incompréhension, avec des toubibs qui réussissent encore aujourd'hui à dire non, écoutez, c'est la nature humaine, si vous souffrez avec vos règles, c'est 1 fois par mois seulement, et puis au final, allez voir un psychologue. Ça se dit, et je l'ai dit au plénum, c'est inadmissible. Et heureusement, ma motion a passé pour demander que le Fonds national de recherche vraiment consacre toute son énergie. Mais par exemple, ce sujet-là, ça m'intéresse. Ce sujet-là, chez Benjamin Rauduit, il a surgi, par exemple, je pose la question, c'est à travers une intervention de lobby, à travers une expérience personnelle. Comment ce sujet-là a été porté par vous, parlementaires, devant le Conseil national? Alors, juste au préalable, je restitue quand même le lien avec l'égalité. Si on arrive à définir quelles sont les maladies dans le domaine de la santé qui touchent particulièrement des femmes, on va mettre plus de moyens, et puis là, on rétablit une certaine égalité. C'est pour ça que j'ai quitté. Ok, très bien. Et maintenant, pour répondre à votre question, eh bien, hier, j'avais une assemblée politique où la personne concernée était présente, et puis devant tout le monde, j'ai dit, ben voilà, regardez, comment est-ce qu'on arrive à une motion qui est acceptée au Parlement? C'est madame qui, un jour, m'a tiré par le paletot, dans le cadre d'un apéro, puis en me disant, tu devrais faire quelque chose sur l'endométriose. Et puis là, tout à l'heure, j'ai réagi, mais en fait, j'étais pas plus fier. Il y a 2 ans, je ne savais pas ce que c'était l'endométriose. Puis elle m'a expliqué ce qu'elle vivait. Ensuite, en l'occurrence, cette femme a créé en Valais le mouvement des petits rubans jaunes, dont vous avez entendu parler. Si je vous dis non, est-ce que je vais devoir... Ils ont illuminé tous les monuments publics d'Océan il y a une année avec cette thématique, pour sensibiliser les gens. Non, mais là, je vous taquine, on ne peut pas tout ça savoir et puis être au courant de tous les mouvements. Mais en tout cas, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. De nombreux sportifs n'hésitent pas à aborder le petit ruban jaune pour dire, oui, voilà, là, il y a quelque chose à faire. C'est une maladie qui est inégalitaire. Donc c'est une femme qui soit rendue attentive et elle s'est dit un homme va représenter ça et ça peut passer. Alors absolument. Ensuite, bien sûr, j'ai pris quand même des contacts avec l'hôpital de Lindsay-la-Berne qui a un centre de traitement contre l'endométriose avec les HUG donc de Genève. Là, j'avais deux experts qui m'ont confirmé ce qui m'avait été dit, c'est-à-dire une absence de connaissances dans ce domaine lorsqu'on pose un diagnostic. Et puis, du citoyen et du scientifique? Ah, des deux, oui, bien sûr. Les citoyens qui disent c'est quoi cette histoire? Et puis, à nouveau, on prend le raccourci, on dit même ça c'est un problème de femmes. Et puis, des médecins qui, par manque de temps, par manque de connaissances aussi, de données, ne savent pas, parfois une étude est sortie, ça peut aller jusqu'à presque 10 ans, jusqu'à ce que finalement le bon diagnostic soit posé. C'est pour ça que là, j'étais convaincu, et puis je me suis approché aussi de 2 associations qui sont embryonnaires, Essendo et EndoHelp, l'une sur la Suisse romande et l'autre sur la Suisse alémanique, pour dire, écoutez, moi je vais déposer un texte, maintenant j'ai les éléments en main, mais il faut me donner aussi un coup de main, en popularisant le problème, en thématisant le problème, et puis une pétition en parallèle a été déposée, a été signée par plus de 18 000 personnes, pas seulement des femmes. Puis lorsque je suis arrivé avec ça au Parlement, ça a de l'effet. La preuve, c'est que le Parlement m'a suivi là, à une très large majorité jeudi passé. Alors maintenant, on va aborder un sujet, je pense, on va dire un peu conflictuel. C'est celui de la neutralité suisse dans ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Quelle est votre réaction quand on vous dit que nous, Suisses, on manque de courage par rapport à ce que vivent les Ukrainiens et que cette neutralité qui est inscrite dans notre Constitution, qui est inscrite, on va dire, dans nos valeurs,
elle est à facettes multiples et que dans le cas particulier, il eût été assez facile de dire par exemple aux Allemands, vous avez la permission de céder ces chars ou ces armes pour la guerre en Ukraine. Alors bon, ma position est très claire. Hein. J'étais un des rares parlementaires du centre, hein, avec notamment Sylvia Camerzin, à voter contre cette réexportation des armes vers l'Allemagne. Donc la majorité non, on n'était que 2 contre une trentaine à peu près. On est 31. Alors expliquez le contexte pour qu'il n'y ait pas de malentendu alors. Oui, lorsqu'il y a eu des votes au Parlement sur la réexportation des armes, notamment vers l'Allemagne à destination de l'Ukraine, dans le cadre du conflit d'Ukraine, je suis un des rares membres de mon groupe, hein, du centre, à dire « niet ». D'accord. Alors pourquoi? Oui, pourquoi? 2 raisons. Non. La première... Donc Sidney Camerzin a eu la même position que vous. Oui, tout à fait. On va le recevoir prochainement ici aussi, donc bien, je vais probablement en parler aussi avec elle. Alors, pour ma part, je suis historien. Je suis historien. Je sais ce qu'est la neutralité. À l'université, déjà à l'époque, et puis j'ai toujours suivi eh bien, les meilleures analyses sur la neutralité. L'ouvrage qui fait encore référence, c'est celui d'Edgar Bonjour, hein, sur la neutralité suisse. Et puis on voit très bien que la neutralité, au fil des décennies, en fait, elle date de 1815. C'est en 1815 que pour la première fois, le concert des nations, hein, c'est-à-dire toutes les puissances, au traité de Vienne, renouvelle la reconnaissance de l'indépendance de la Suisse et en y rajoutant et de la neutralité perpétuelle dans l'intérêt des puissances. Hein. Je pèse bien mes termes. Une neutralité perpétuelle, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est parce qu'il y a un conflit en Ukraine qu'on va se débarrasser de la neutralité puis la reprendre ou je ne sais quoi. Et puis dans l'intérêt des autres puissances. Hein. Et ça a servi de guide à la Confédération, dans toutes les périodes les plus sombres de son histoire, pour adapter finalement ces 2 éléments qui sont contradictoires. Au début du conflit en Ukraine, peut-être j'ai commis une erreur, vous allez la rectifier, mais j'ai dans ma tête qu'au début, la Suisse a fait un acte assez fort au niveau des mesures de restrictions économiques contre la Russie. Les sanctions économiques. Les sanctions économiques. La Suisse a participé assez clairement à ce moment-là à ces sanctions économiques. Est-ce que là, c'est pas quelque chose qui va contre ce que vous venez de m'exposer? Non, parce que justement, et Edgar Bonjour le montre très bien, il faut concilier notre position de neutralité, mais il faut que ce soit aussi dans l'intérêt des autres pays. Or, durant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on a activé le principe de la neutralité différentielle, c'est-à-dire qui permet, ou neutralité active aussi, hein, qui permet pas simplement de rester les bras croisés et puis de laisser le monde s'entre-déchirer, mais de prendre même des sanctions économiques lorsque eh bien, le plus faible se fait écraser par le plus grand. Ça, c'est dans l'intérêt des nations qu'un État neutre participe, par exemple, à des sanctions économiques dans telle situation. Et ça, dans l'histoire, on l'a vu à plusieurs reprises. Et puis, lorsque c'était nécessaire aussi, lorsque cette neutralité différentielle, hein, elle a été appliquée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, après au cœur, hein, lorsque Hitler est à la tête de l'Europe, hein, on n'est plus qu'une île. Alors à partir de ce moment-là, on voit très bien qu'on ne peut plus appliquer ce principe de sanction. Et puis là, c'est l'équilibre de la balance commerciale entre les deux blocs, hein, qui prévaut en tant que pays neutre. D'ailleurs, juste après, les Américains nous ont demandé des comptes là-dessus, on a payé cash hein, aussi, hein, certains déséquilibres, mais qui étaient compréhensibles. Bref, par là, je veux dire que la neutralité négative, elle n'a pratiquement jamais existé, peut-être au tout début, hein, en 1915. Qu'est-ce que vous entendez avec une neutralité négative, c'est-à-dire on n'intervient pas, on voit rien, on sait rien, hein, on reste à l'écart. Elle est devenue active notamment avec des gens comme Henri Dunant par une action humanitaire déjà, par nos bons offices durant la Première Guerre mondiale. Durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était plus difficile, hein, mais c'est-à-dire nos bons offices, c'est-à-dire d'être médiateur. Hein. Dans une histoire plus récente, eh bien, la Suisse est intervenue dans des conflits, par exemple, entre l'Iran et l'Irak. Ça, c'est pas la neutralité, de la neutralité pardon, négative, hein, c'est la neutralité active. Hein.
Et puis qui peut être différentiel à un moment donné où on dit bah oui, c'est dans l'intérêt de l'ensemble des États, à ce qu'il y ait des sanctions économiques contre celui qui va complètement à l'encontre du droit. Par contre, de là à passer à des sanctions militaires ou à l'usage militaire des armes que l'on produit pour notre défense, on n'est plus dans la même logique. Là, on intervient réellement dans le conflit, On est soit de manière indirecte par la manière directe. On est quand même d'accord que la Suisse exporte, notamment des munitions. Elle exporte. Les munitions, est-ce que c'est pour tirer sur des stands de tir ou bien? Non. Elle exporte vers des pays avec des clauses de non-réutilisation en cas de conflit de ces pays. Est-ce qu'un positionnement restrictif de la Suisse dans ces temps si troublés aujourd'hui, ça ne pourrait pas avoir un impact économique catastrophique pour les industries d'armement? Bien sûr que c'est un impact économique, mais après c'est une pesée d'intérêt. Je ne suis pas prêt à remettre en question la crédibilité de la Suisse, qui a été accordée en 1815 déjà. Cette crédibilité qui veut qu'on met tout en œuvre pour que la paix dans le monde se passe bien, et puis nous on a une position de neutralité active là-dedans. Quel est votre regard quand on vous dit, on est bien d'accord que si les puissances occidentales, l'OTAN, etc., n'étaient pas intervenues massivement en Ukraine, il y aurait eu une simple invasion qui se serait terminée probablement... Comme la Crimée. Voilà. C'est quoi votre regard par rapport à ça? Parce qu'on a quand même quelqu'un qui a dépassé, enfin, me semble-t-il, la ligne rouge et à qui... oui, mais écoutez, je veux dire deux choses. La première, ce n'est pas quelques cartouches qui viennent de la Suisse qui vont changer l'issue du conflit. Non, j'avais dépassé ce stade. Ça, c'est la première chose. Oui. Puis la deuxième chose, les Chinois avec les Ouïghours, ils font la même chose. La Suisse ne va pas exporter des armes, même aux États-Unis, pour leur donner des coups de main pour mater les Ouïghours. Par contre, ce que la Suisse va faire, et elle le fait, alors qu'on est un nain au sein des grandes puissances, bien, on va quand même mettre pression sur la Chine en disant, dans chaque rencontre, dans chaque même contrat qui est signé, écoutez, vous ne respectez pas les droits de l'homme. On continue de le dire. Et puis, on continue de dire, vous savez que on a l'histoire avec nous, la diplomatie, le savoir-faire pour jouer le rôle d'arbitre. Enfin, arbitre, c'est pas tout à fait ça, mais de facilitateur de discussion. Si on a toutes ces grandes conférences qui se sont passées à Genève, dans des temps encore assez récents, c'est pas pour rien. Ça, oui, on doit sans arrêt le mettre en avant. Ça, c'est la neutralité active. Mais c'est pas, je le répète, en donnant quelques cartouches qui divisent complètement la population suisse. Mais alors, par exemple, puisque c'est vous qui avez mené sur ce chemin-là, c'est quoi la position de la Suisse par rapport à la Chine et le drame des Ouïghours qui est terrible, hein. J'ai lu cet été un livre là-dessus, mais c'est dramatique. Hein. Eh bien, c'est celle d'un pays neutre qui, sans arrêt, dit aux Chinois, dans chacun de nos contacts, et on a énormément de contacts, surtout d'ordre économique, qui dit attention, pour ce chapitre-là, ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Leur réaction, mais on n'a pas les moyens. Est-ce que c'est une réaction finalement on écoute, mais on n'en pense pas moins? La réaction, elle est très intéressante parce qu'en fait, les Chinois sont très susceptibles. Vous vous rappelez la visite du numéro 1, à l'époque c'est la place fédérale, il y avait des manifestants, et puis il a, dans son discours, sa première fois, ça a été de dire à Madame Dreyfus, celle qui était présidente de la Confédération, est-ce que vous êtes capable de gérer votre pays? Et puis ensuite, ils sont partis, ils ont coupé les ponts. Mais en fait, ils ne coupent pas les ponts. On continue d'avoir des accords avec eux, alors que sans arrêt, on leur dit, les yeux dans les yeux, ça ne joue pas. Avec d'autres pays, c'est fini, vous êtes rayés de leur carnet de commandes. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quand même un respect de la part de la Chine envers la Suisse, où on a au cœur des institutions les plus respectueuses des droits de l'homme, et puis ils continuent de travailler avec nous. Ben, il faut croire qu'à un moment donné, on peut être un partenaire qui peut avoir une certaine influence. Après,
voilà, on n'est pas une puissance mondiale, c'est très clair. Alors, dans les dernières minutes, je voulais passer à une autre facette et je me suis demandé si vous aviez envisagé à un moment donné, à cause de votre activité que vous avez décrit et de vos projets, etc., d'abandonner le professorat. Ou pour vous, c'est quelque chose d'important de donner ces cours au Collège des Creusets, etc. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux choses ou, J'essaie de trouver un lien entre autres questions, puis un élément important que j'ai oublié tout à l'heure. Au moment du vote, toujours par rapport à la réexportation des âmes, et je reviens au tout début de notre entretien, c'est mon fond chrétien. Qui a dit ça? Qui m'a fait appuyer sur le bouton non. Je me suis mis dans l'image d'un père de famille qui a 2 enfants qui s'étripent. Je ne veux pas leur donner un bâton chacun ou à l'un des deux pour l'emporter. Et ça, c'est en lien avec le début de notre entretien. Tout à fait, de fond chrétien, c'est en lien avec la question précédente. Et puis maintenant, j'arrive sur celle de l'enseignement. Non, moi, je ne sais pas comment j'ai été propulsé là-dedans, ou si je peux remonter à la période de mon enfance, où à l'école primaire, j'ai eu plusieurs bons enseignants, mais notamment un enseignant qui est encore en vie, je peux même le citer, Michel Pelot. Il était inspecteur par la suite scolaire. Puis, non seulement je l'admirais, mais je m'imaginais à sa place, faire comme lui. Puis après, ce projet, il a complètement été oublié. Je voulais être médecin, pilote d'avion, comme tous les garçons à un certain âge. Et puis, je suis revenu dans l'enseignement et j'en ai fait ma carrière, ma vie. Et à aucun moment, j'ai pensé renoncer à l'enseignement. Actuellement, encore, je donne des cours. Vous avez donné un cours aujourd'hui, par exemple? Oui, j'ai donné 3 heures de cours. Oui. Donc des cours d'histoire? D'histoire. C'était quoi le thème aujourd'hui? On ne va pas refaire tout le cours, mais juste pour... Alors j'avais des 3e années où on traite les grands courants du 19e siècle. Alors j'ai présenté le conservatisme pour montrer comment le libéralisme, et on abordait le libéralisme, venait remettre en question la vision de la restauration, où on se dit, voilà, il y a eu un mauvais épisode de la Révolution. Avant les grosses industrialisations. Alors, bien sûr, avant la révolution industrielle, mais la révolution industrielle vient nourrir d'une part le libéralisme, la démocratie, et il y a quelque part aussi, mais là plutôt en opposition, le socialisme. Donc voilà, ça je le présente, on le travaille en ce moment avec les étudiants de 3e année, puis avec les étudiants de maturité, on est en train de parcourir l'histoire de la Suisse, qui fait partie du programme. Alors on est parti de la fête nationale de 1291, qu'il faut plutôt la fête nationale du 12 septembre, enfin une fête nationale avec la Constitution. Et ça, c'est aussi en préparation d'une visite des étudiants qui est prévue le 11 décembre au Parlement. Il y a déjà certains étudiants qui ont été, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Voilà, dans le cadre de l'option complémentaire géographie avec M. Roux. Et chaque année, en tout cas, je reçois des étudiants et en tout cas mes étudiants. Donc, ça me permet de faire le lien entre le cours. Vous passez l'actualité lors des séances, ou bien c'est vraiment, ça reste dans le programme trimestriel? Alors oui, je ne sais pas si je suis le seul à le faire, mais tous les lundis matins, un élève, donc il y a Tournus, doit présenter, mais ça dure 3 minutes. D'accord. Une actualité valaisanne, une actualité suisse, une actualité mondiale, et citer les sources. D'accord. Et puis... Ça leur apprend à aller sur le terrain journalistique, ou etc. D'une part, à s'intéresser, puis surtout, l'exigence, c'est qu'ils donnent les enjeux. Donc on ne va pas se contenter de dire que la session a gagné 3-0. On va chaque fois, l'étudiant doit... Vous avez en tête, par exemple, lundi passé, ce lundi de cette semaine, ce qui a été présenté, des 3 points? Alors, lundi passé, qu'est-ce qui a été présenté comme actualité? Mes semaines sont tellement denses. Non, mais mes semaines sont tellement denses que je suis incapable de me souvenir de certains éléments. Au Valais, dans le Valais, qu'est-ce qui est... Alors, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Parce que j'ai 3 classes, donc... chacun peut choisir. Oui, c'est chaque fois un élève différent dans chaque classe. Alors, bonne question. On va aller, en tout cas, le thème qui revient presque toujours d'actualité, c'est forcément la question de l'énergie. Par exemple, là, les 2 week-ends, le week-end qui a précédé, puis le week-end de la votation sur les parcs alpins solaires, eh bien, les élèves concernés, ils ont mis cela en actualité en disant, ben voilà le résultat de la votation, etc.
Et puis, chaque fois, ils doivent me montrer l'enjeu de ces votations. À la rigueur, même certains journalistes n'ont pas réussi vraiment à le dire. Pourquoi est-ce que les Valaisans ont dit non? Ça ne suffit pas de prendre acte du résultat. Voilà un peu le genre d'actualité que l'on fait. Et puis alors, donc, c'est le 21 octobre, le week-end du 21 octobre, hein, je crois qu'il y a les prochaines élections. Le 22 octobre. Octobre, voilà. Qu'est-ce que vous diriez à vos électeurs pour dire qu'ils doivent plutôt pencher pour la liste du centre plutôt que pour la gauche ou la droite? Qu'est-ce qui, d'après vous, doit faire la différence? Alors, la première chose, c'est qu'ils aillent voter, qu'ils votent rouge, vert, bleu, à toutes les couleurs. L'importance de la participation, c'est quand même quelque chose. Parce que j'ai envie de dire, vous avez pris la dernière votation valaisanne, moi-même je ne suis pas allé voter, je crois que c'est 37%. Ça dit quand même quelque chose, les gens qui se déplacent pas sur le sujet. Ça dit quand même quelque chose. On ne peut pas dire que ça ne dit rien du tout. Enfin, je ne sais pas quel est votre regard sur l'abstention à ce niveau-là. Sur cet objet-là. Sur cet objet-là. Et qui est très différent d'autres votes avec un score faible. Ici, c'était de l'absentéisme voulu par une bonne partie de la population. Et qu'est-ce que vous retirez de ça alors? Alors, ce que j'attire de ça, c'est qu'il faut mieux communiquer sur les enjeux. Il faut essayer de sortir, en quelque sorte, le votant de l'émotionnel. Ce n'est pas une marque de désintérêt assumé par le citoyen que de ne pas se déplacer à ce point-là pour ce thème-là? Pour cette question-là, pas. Et j'en veux pour preuve, une campagne, c'est un moment privilégié parce que vous êtes toujours dehors. Pendant des semaines, si ce n'est pas des mois, vous rencontrez plein de gens. Et puis déjà 2 semaines avant, je connaissais presque le résultat du vote. Et pourtant, seulement avec 30%. Mais moi, j'ai presque entendu le 100% de la population. Et plein de gens ne sont pas allés voter parce qu'à un moment donné, pour eux, c'était un terrible dilemme. Est-ce qu'on veut de l'énergie renouvelable? Est-ce que cet hiver et les hivers prochains, est-ce qu'on veut pouvoir se chauffer et avoir de l'électricité et surtout à des prix abordables? Et puis, d'un autre côté, oui, mais il ne faut pas toucher notre paysage, ce qui fait le cœur même du Valais, les alpages. Et puis, pourquoi? Pour peut-être des groupes de production qui finalement font des bénéfices. Il y a eu l'augmentation annoncée juste avant. Donc, il y a tous ces éléments qui font que pour moi, une bonne partie des citoyens n'ont pas voulu se déterminer. Ça n'aurait rien changé au score. Non, on a bien compris ça. Alors, quelle est la marque différentielle, c'est un mot que vous avez souvent utilisé aujourd'hui, qui doit convaincre, on va dire le jeune qui va voter pour la première fois, qui choisit sa liste, qui essaye de recouvrer l'ensemble des enjeux, etc. Et qu'est-ce qui devrait le diriger, lui, ce jeune-là, du côté du parti du centre? Alors tout d'abord, ce qui doit le diriger vers l'urne, c'est qu'on est en situation... Non, vers l'urne, pas vers l'urne. Oui, mais vers l'urne déjà. D'accord. On est en situation de crise, on ne peut pas accepter des hausses de prix de maladie comme ça, puis dire ils font n'importe quoi, etc., puis rester chez soi. Donc déjà là, le jeune fait une démarche qui est très très importante. Puis ensuite... il faut qu'il regarde... Quel que soit le parti pour lequel il vote. Voilà. Et ensuite, il faut qu'il regarde les solutions qui sont posées ou les positions qui sont proposées. Et là, je me bats au Parlement, mais aussi dans la population, pour dire, en période de crise surtout, il faut éviter les extrêmes. Il faut éviter la polarisation. On se neutralise et puis il n'y a rien qui est fait en disant blanc et noir. Et là, le centre, il a des solutions, c'est pas gris, D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons qui explique aujourd'hui une sorte de progression du parti du centre. Je pense que l'explication que vous donnez là, elle est tout à fait raisonnable et de bon sens, puisque c'est quelque chose qui nous tient à cœur tous les deux, je pense. Le bon sens qui fait que la population sent ça Tout à fait, on veut des solutions concrètes, simples. On relègue peut-être certains problèmes qu'on va juger secondaires dans les médias. Et puis, entre le blanc et le noir, c'est pas le gris, c'est l'orange. C'est quand même quelque chose de vie qui apporte quelque chose de nouveau, qui porte aussi des solutions. C'est ce message que je veux dire aux jeunes. Alors, Monsieur Benjamin Rauduit, MPCM, c'est merci pour ce moment et bonne route. Eh bien, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer.